Bonjour et bienvenue. Alors, pour notre analyse aujourd'hui, on part d'une source qui, je dois l'avouer, m'a laissé assez perplexe au début. Ah oui, Il s'agit d'une interview scientifique, menée avec un cheval. oui, je comprends. C'est vrai que ça peut surprendre. Et ce n'est pas n'importe quel cheval. C'est Gandour, un pur sang arabe, un ancien athlète de course. Oui, mais alors évidemment, il ne parle pas au sens littéral du terme. Non, bien sûr. Il s'exprime à travers les mots et surtout l'expertise de sa propriétaire, Caroline Berger de Fémini, qui est une spécialiste reconnue en biomécanique. C'est elle qui a, en quelque sorte, traduit les mots de son cheval en mots scientifiques. C'est ça que je trouve génial. Et le sujet est tout aussi surprenant. On va explorer un parallèle entre la pubalgie, cette blessure qui est un cauchemar pour les footballeurs de haut niveau, Mhm. et les troubles musculo-squelettiques qu'on observe chez les chevaux de sport. L'idée, c'est de voir ce que cette comparaison un peu folle entre un bipède et un quadrupède peut nous apprendre sur les lois fondamentales du mouvement. C'est exactement la mission de cette analyse. On va mettre de côté un instant les spécificités de chaque sport pour chercher les principes universels qui régissent la stabilité, la blessure et la rééducation. Et on va voir que les leçons sont assez stupéfiantes. Alors, plongeons directement dedans. La question qui brûle les lèvres, c'est en quoi cette comparaison est-elle pertinente? À part le fait d'être des athlètes, un footballeur et un cheval, ça semble être deux univers mécaniques totalement différents. Oui, la source, par la voix de Gandour, parle de la région pelvienne comme d'un carrefour où convergent les chaînes musculaires. D'accord, alors, creusons un peu cette idée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement un carrefour? Alors, c'est vraiment le cœur du réacteur, cette notion. Imaginez un rond-point très fréquenté. Vous avez des forces qui arrivent des jambes, c'est la propulsion, et des forces qui descendent du tronc, le poids, la stabilisation. D'accord. Chez le footballeur comme chez le cheval, la région du bassin et des hanches, c'est exactement ce rond-point. C'est là que tout doit être géré, transféré, absorbé, sans que ça crée d'accident. La performance, que ce soit une frappe de balle ou une accélération au galop, elle dépend de l'harmonie parfaite dans ce carrefour. C'est une image très claire, un centre de tri des forces, en quelque sorte. Mais ce qui est frappant, c'est que les accidents, les symptômes, eux, ne se manifestent pas du tout de la même façon. Ah non. Le footballeur, lui, il va décrire une douleur très précise, même si elle est diffuse, dans la zone de l'aine, au niveau du pubis. C'est très localisé. Oui, et c'est une différence fondamentale qui est liée à la nature même des deux espèces. L'humain peut se permettre de dire « j'ai mal ici ». Le cheval, en tant qu'animal de proie, est programmé pour masquer la moindre faiblesse. Ah oui, c'est vrai. Comme l'explique Gandour dans la source, une douleur localisée et évidente, pour lui, ce serait une invitation pour un prédateur. Donc les signes sont beaucoup plus subtils, beaucoup plus globaux. Un cavalier attentif va remarquer une croupe qui se décale d'1 millimètre sur le côté. C'est un film. Postérieur qui s'engage avec un peu moins de conviction que l'autre, ou une légère crispation dans le bas du dos. Donc d'un côté, on a un voyant rouge qui s'allume sur le tableau de bord, et de l'autre, c'est plutôt une sorte de bruit de fond anormal dans le moteur. C'est une excellente analogie. C'est tout à fait ça. Mais la source insiste bien sur ce point. Même si le signal d'alarme est différent, la panne sous-jacente est la même. On parle d'une surcharge chronique des tissus, d'une fatigue des muscles stabilisateurs profonds, ceux dont on n'a même pas conscience en fait. Et au final, d'une rupture de continuité dans la chaîne myofaciale. C'est ce grand réseau de muscles et de fascia, ces tissus qui enveloppent tout, qui perd sa cohérence. La tension n'est plus distribuée harmonieusement, on comprend donc que le symptôme local n'est que la partie émergée de l'iceberg, ce qui nous amène à la cause profonde. L'interview utilise une autre très belle expression. La posture est un langage silencieux qui raconte l'histoire mécanique du corps. Oui. Comment un simple déséquilibre postural peut-il en arriver à déclencher une pathologie aussi invalidante? Parce que la posture, ce n'est pas juste la façon dont on se tient droit, c'est l'expression de tous nos équilibres et déséquilibres dynamiques. Chez le footballeur, la source donne un exemple très concret, l'antéversion du bassin. C'est cette tendance à avoir le bassin qui bascule vers l'avant, ce qui creuse le bas du dos. On voit ça tout le temps, hein, même chez les sportifs amateurs. Cette posture un peu cambrée, comme si on poussait le ventre en avant. On n'imagine pas que ce petit détail postural puisse mener à des mois d'arrêt. Et pourtant, cette antéversion, souvent combinée à un déséquilibre de force entre les adducteurs, qui sont très puissants à l'intérieur des cuisses, et les abdominaux obliques, ça crée une tension de cisaillement permanent sur la symphyse pubienne, cette articulation à l'avant du bassin. Ah d'accord. Ce n'est plus une zone de transfert de force fluide, ça devient une zone de friction, de conflit mécanique. Et à un moment, le corps dit stop.
Et chez notre ami Gandour, comment ça se traduit? Enfin, j'imagine qu'un cheval n'a pas vraiment de problème de bassin qui bascule vers l'avant. Le principe est identique, mais la manifestation est différente. C'est adapté à sa morphologie de quadrupède. Gandour explique qu'un affaissement, même minime, d'un côté de la croupe, ou une mauvaise synchro entre son diaphragme, ses psoas et ses abdos profonds, Oui. ça va complètement perturber la chaîne de propulsion. L'impulsion qui part des postérieurs ne sera plus transmise de manière symétrique et efficace vers l'avant. Du coup, le bassin devient, comme chez l'humain, une zone de blocage et de surcharge. C'est là que les compensations s'installent et que les micro-lésions commencent à s'accumuler. C'est fascinant cette idée que le corps compense en silence jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. Et ça me fait penser à un autre mot-clé qui revient sans cesse dans la source, la proprioception. C'est un peu le GPS interne du corps, c'est ça? C'est même plus que ça. Le GPS vous dit où vous êtes. La proprioception, c'est la conscience de chaque partie de votre corps, de leur position relative, de l'effort que vous produisez. Tout ça sans avoir besoin de regarder. C'est un sixième sens, le sens du mouvement. D'accord. C'est ce qui permet au footballeur de savoir instinctivement où est son pied d'appui pour frapper le ballon, ou au cheval d'ajuster l'engagement de ses postérieurs dans une courbe pour ne pas perdre l'équilibre. C'est une conversation permanente et inconsciente entre les muscles, les tendons et le cerveau. Et que se passe-t-il quand cette conversation est brouillée, quand la proprioception s'altère? Quand elle est défaillante, le corps perd cette finesse d'ajustement. Il navigue à l'aveugle, le cerveau ne reçoit plus les bonnes infos en temps réel, et pour continuer à fonctionner, il va passer en mode sécurité. Il va sursolliciter certains muscles, en verrouiller d'autres, créer des zones de rigidité pour se protéger. La source est très claire là-dessus. La pubalgie, ce n'est pas juste un tendon qui s'enflamme. C'est le symptôme visible d'un système nerveux qui a perdu sa capacité à piloter le corps avec intelligence. Gandour en parle d'ailleurs avec ses propres mots, ou ceux de sa traductrice, en évoquant son passé de cheval de course. Il parle des accélérations, des freinages, des virages incessants sur l'hippodrome, et il nomme ça une usure neurologique et faciale. C'est un terme très fort. Et c'est un parallèle direct et très parlant avec le footballeur. Les changements de direction brutaux, les tacles, les frappes de balles répétées, c'est le même type de stress asymétrique qui, à la longue, fatigue non seulement les muscles, mais aussi le système nerveux qui les commande. D'accord. Et la solution proposée dans la source est contre-intuitive. Pour Gandour, la guérison n'est pas venue de plus de renforcement, mais au contraire, d'un travail plus lent, plus conscient, qui lui a permis de, et je cite, réapprendre à son corps comment stabiliser. Et c'est là qu'on arrive à un point qui m'a vraiment fait tiquer à la lecture. La méthode proposée pour cette rééducation, c'est le Pilates. Ah, Alors là, il faut qu'on s'arrête une seconde. Le Pilates. Pour un footballeur, je vois bien, mais pour un cheval, ça paraît complètement fou. Mon premier réflexe, c'est de me dire que c'est une astuce marketing. Qu'est-ce qui rend cette méthode réellement pertinente pour un problème biomécanique aussi pointu? votre scepticisme est tout à fait légitime, et c'est justement ce qui est intéressant. La clé, c'est que la méthode Pilates, dans son essence, ne se concentre pas sur un mouvement ou un muscle en particulier. Non, mais sur des principes fondamentaux de contrôle moteur. Le centrage, la respiration, la précision, la fluidité. Elle cherche à rééduquer le corps comme un ensemble, cohérent, interconnecté. Chez le footballeur, on ne va pas lui faire des centaines de crunchs. On va plutôt viser à réveiller des muscles essentiels, mais souvent endormis. Lesquels, par exemple? Comme le transverse de l'abdomen, le muscle le plus profond de la sangle abdominale. On va restaurer la coordination entre le diaphragme, le muscle de la respiration, et le plancher pelvien. En renforçant ce centre de l'intérieur, on crée un véritable corset naturel qui soulage directement la tension sur la symphyse pubienne. D'accord, pour l'humain, je comprends mieux l'idée de réveiller ses muscles profonds. Mais pour le cheval, concrètement, ça se passe comment? On lui demande pas de faire des relubs sur un tapis, j'imagine. Non, bien sûr. C'est là que l'adaptation est brillante. On ne va pas lui demander de faire des exercices. On va créer des situations qui vont obliger son corps à trouver les bonnes réponses par voie réflexe. C'est-à-dire? Par exemple, on va le faire marcher très lentement sur des barres au sol ou sur des matelas de textures différentes, des surfaces légèrement instables. Ça va forcer son système nerveux à activer les petits muscles stabilisateurs profonds autour de sa colonne pour ne pas perdre l'équilibre. On va aussi pratiquer des mobilisations très douces du bassin, du dos, à l'arrêt, pour relâcher les tensions. Gandour utilise une expression magnifique pour décrire ça. Oui. Une réécriture du logiciel moteur.
Une réécriture du logiciel moteur. C'est une image puissante. Donc on ne cherche pas à muscler plus fort, mais à reprogrammer le cerveau pour qu'il utilise le corps de manière plus juste, plus économique. C'est exactement ça. On réapprend au système nerveux à recruter les bons muscles dans le bon ordre avec la bonne intensité. C'est un travail de finesse, pas de force. Et au cœur de cette réécriture, il y a un élément que la source place au-dessus de tout, La respiration? la respiration. Oui, l'interview insiste énormément là-dessus. Pourquoi le diaphragme est-il si central dans cette approche Ignio? Pour moi, c'est juste un muscle pour faire entrer et sortir l'air des poumons. C'est une vision très réductrice, et c'est une erreur que beaucoup de sportifs font. Le diaphragme est un muscle postural majeur. Imaginez votre tronc comme un caisson. Le plancher pelvien en est le sol, le transverse forme les murs. Et le diaphragme, c'est le toit. Exactement. Une bonne respiration diaphragmatique, ample et basse, permet de stabiliser tout ce caisson, en régulant la pression à l'intérieur. Ça protège la colonne et le bassin. Si la respiration est mauvaise, haute, thoracique, stressée, le toit ne fait plus son travail. Du coup, d'autres muscles, qui sont pas faits pour ça, comme les obliques ou les adducteurs, vont devoir compenser, pour stabiliser. Et ils vont finir par se crisper, se fatiguer et créer des déséquilibres. Et chez le cheval, ce lien est encore plus vital si je comprends bien. Il est mécanique et direct. Chez le cheval, la respiration est naturellement synchronisée avec l'allure du galop. Un temps de galop correspond à un cycle respiratoire complet. C'est une mécanique incroyable. Ah oui, c'est vrai. Mais dès qu'une tension posturale s'installe, cette magnifique synchronisation se brise. La respiration devient saccadée, le mouvement perd sa fluidité et toute la locomotive, comme l'appelle Gandour, se désorganise. Restaurer une bonne fonction diaphragmatique est donc souvent la toute première étape, indispensable, pour permettre au reste du corps de se réorganiser. Ok, si j'essaie de rassembler tous les fils de cette discussion, c'est assez vertigineux. On est parti d'une douleur à l'aine chez un footballeur et d'une raideur chez un cheval, et on arrive à des principes universels de neurologie, de posture, de respiration. Quelles sont au final les plus grandes similitudes que la source met en lumière? La liste est vraiment frappante. Dans les deux cas, on a primo, une perte de symétrie dans le mouvement et la posture, secondo, un effondrement des stabilisateurs profonds, ce fameux centre qui ne joue plus son rôle de gaine, tertio, l'apparition de schémas de compensation, où certaines parties du corps en font trop pour en soulager d'autres, quatrièmement, une perte de fluidité générale, le mouvement devient plus saccadé, moins économique.